Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 26 mai. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Résilience de l'e-commerce français grâce aux ventes de services, à lire sur republic-retail.fr. L'inflation met un coup d'arrêt aux ventes en ligne de produits alimentaires, à lire sur bfmtv.com. Qu'est-ce que le marketing omnicanal sur e-marketing.fr? L'influence virtuelle, bouleversement en vue ou épiphénomène dans l'univers du social media, à lire sur e-marketing.fr. Et enfin, comment Zadig et Voltaire met son IT au service de l'expérience client, à lire sur republicretail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse publiée sur LinkedIn et qui rassemble les articles édités dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, avant de commencer, je vous invite à découvrir l'épisode 168 avec Édouard Rudolph, le cofondateur et CEO de En Voiture Simone, la plateforme qui met en relation candidats au permis de conduire et moniteurs de conduite. Une conversation passionnante au sujet de la disruption d'un marché réglementé où l'intermédiation vient bousculer l'ordre établi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Résilience de l'e-commerce français grâce aux ventes de services, à lire sur republic-retail.fr en date du 25 mai. Le secteur de l'e-commerce atteint 39,2 milliards d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 20,2% sur un an, une croissance dopée par les ventes de services en ligne, tandis que celle des produits continue de stagner. Sur les 3 premiers mois de l'année, les ventes en ligne atteignent 39,2 milliards d'euros, en hausse donc de 20,2% par rapport au premier trimestre 2022, soit 6,5 milliards de plus que l'an dernier. Cette croissance de l'e-commerce la doit au dynamisme des ventes de services qui enregistre un nouveau record avec une progression de 36% par rapport au premier trimestre 2022. Et notamment sur les bonnes performances du secteur des voyages et loisirs qui enregistre un 6e trimestre de hausse avec une nouvelle progression de 52% sur un an. Les arbitrages de consommation impactent l'e-commerce. Les ventes de produits demeurent stables, plus 1% par rapport à la même période l'an dernier. Cette stagnation tient notamment aux arbitrages de consommation opérés par les consommateurs en faveur du secteur de l'alimentaire, secteur moins présent en e-commerce, pointe Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, lors de la conférence de presse de ce jeudi 25 mai. La dynamique du commerce en ligne repose donc sur la croissance des services, tout en conservant l'essentiel des gains réalisés sur les produits durant la période de la crise sanitaire. Le nombre de transactions s'élève à 577 millions contre 529 au premier trimestre 2022. Le panier moyen produits et services atteint 68 € contre 62, une hausse liée à l'augmentation du montant des transactions dans les services, tandis que le montant moyen des transactions en matière de produits reste stable malgré un contexte inflationniste. Le nombre de sites marchands actifs continue d'augmenter à un rythme moins rapide depuis le second trimestre 2022, avec une hausse de 5%. On comptait 207 000 sites marchands actifs à la fin de l'année 2022. Des commandes en baisse chez les sites leaders. Chaque trimestre, la FEVAD collecte les données d'une centaine de sites leaders, le panel ICE 100, qui elle suit ainsi les évolutions à périmètre constant des enseignes. Les sites leaders suivent ainsi la tendance du marché. Sur ce premier trimestre, les ventes de produits grand public du panel sont stables, avec moins 0,1%. Les acheteurs en ligne diminuent davantage leurs commandes de produits hors alimentaires. La baisse s'est accentuée au cours du premier trimestre, en parallèle de la hausse des prix de l'alimentaire. La catégorie meubles, décoration résiste, plus 1%, tandis que les catégories habillement, mode, beauté et produits techniques sont en recul, respectivement de 3, 4 et 11%. Un léger rebond du secteur B2B.
Après le recul des ventes B2B au quatrième trimestre, le secteur renoue avec la croissance, plus 4,8%. Les sites de voyage du panel ICE 100 poursuivent également leur accélération avec une croissance de 36% par rapport à l'an dernier. Cette progression confirme la tendance générale des consommateurs à arbitrer en faveur des voyages et loisirs dans leurs dépenses sur Internet. Les ventes réalisées sur les places du marché du panel ICE 100 sont en croissance de 2%, bien que ralenties par le recul des ventes de produits hors PGC. Les ventes sur mobile sont en hausse de 17%, mais en recul par rapport au même trimestre 2022. L'inflation met un coup d'arrêt aux ventes en ligne de produits alimentaires, à lire sur bfmtv.com en date du 25 mai. Pour faire face à la hausse des prix, les consommateurs privilégient les petits paniers de courses et des visites plus fréquentes au magasin. Le e-commerce alimentaire pâtit de ces nouvelles habitudes. La crise sanitaire avait bénéficié aux ventes en ligne de produits de consommation. La crise inflationniste leur est très défavorable. C'est ce constate la FEVAD et Nielsen IQ dans le bilan des ventes au premier trimestre. Après 2 années de croissance exceptionnelle, le e-commerce alimentaire a reculé un peu partout en Europe avec une baisse très marquée de 12% au Royaume-Uni en 2022. Sur les 3 premiers mois de l'année, les ventes en ligne ont marqué le pas en France avec une baisse de 4,9% des volumes achetés. C'est le circuit de distribution qui a le plus reculé. Dans le même temps, les ventes en hypermarché et supermarché baissaient respectivement de 2,7 et 2,5% et celles en hard discount de 1,1%. Seuls les magasins de proximité urbaine ont vu leurs ventes en volume augmenter de 0,7% sur la période. Des achats de plus en plus morcelés, un phénomène directement lié à la hausse des prix continue des 18 derniers mois. Pour faire des économies, les consommateurs privilégient les petites courses plus régulières. La fréquence d'achat a ainsi augmenté de 4,5% l'année dernière, ce qui veut dire que les Français vont un peu plus souvent au magasin pour morceler leurs achats. C'est pour cette raison que les magasins de proximité, pourtant plus chers, en profitent, alors que l'e-commerce, utilisé pour faire le plein du frigo, en pâtit. Ce sont davantage les achats avec livraison que celles en drive qui souffrent ces derniers mois. Le drive conserve un niveau de vente proche de ses records de la période Covid, avec 3,5 milliards de produits vendus dans les circuits ces 12 derniers mois. On est proche du niveau atteint l'année dernière et toujours largement au-dessus des ventes d'avant Covid, 2,5 milliards en 2019. Si les ventes en drive sont en léger repli, à court terme, le circuit ne perd pas en attractivité. Près de 40% des foyers français ayant fait un achat sur ces 12 derniers mois, soit un niveau proche des records atteints pour la première année de la pandémie, constate Daniel Ducroc, vice-président de l'activité distribution chez Nielsen IQ. Selon lui, ce sont même 25% des foyers qui effectuent chaque mois un achat alimentaire en drive ou livraison à domicile. Moins de produits, moins de ventes. Le e-commerce est de plus pénalisé par la rationalisation de l'offre. Les vendeurs en ligne ont diminué de 7% leur nombre de produits vendus pour des raisons de rentabilité. Or, les clients plébiscitaient aussi le e-commerce pour l'importance de l'offre. Quand on ne trouve pas sa marque d'eau, son paquet de yaourt ou sa saveur de chips, cela fait des ventes en moins. Le circuit subit lui aussi une nette descente en gamme, comme en témoigne la perte de part de marché des produits bio et le fort dynamisme des MDD premier prix en hausse de 65%. Mais l'arrivée de nouveaux acteurs comme le néerlandais Picnic pourrait bien relancer l'intérêt pour les achats en ligne de produits de consommation. Nielsen IQ apporte ainsi un éclairage sur l'enseigne Picnic, détentrice de performances significatives depuis son arrivée dans les Hauts-de-France. 20% des dépenses sur l'univers alimentaire en livraison à domicile, 78 € de panier moyen en avril, 66% de taux de fidélité. Le service a été lancé cette année dans quelques villes d'Île-de-France.
Qu'est-ce que le marketing omnicanal à lire sur emarketing.fr en date du 24 mai? L'objectif de l'omnicanalité marketing est de relier tous les canaux de vente et de distribution existants, qu'ils soient numériques ou physiques. Cette connexion entre les différents canaux améliore le parcours d'achat et renforce la fidélité des clients. Après la pandémie mondiale, les canaux digitaux ont conforté leur place dans le e-commerce. En France, ce secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 146 milliards d'euros en 2022 selon la FEVAD. Ce montant démontre que les consommateurs français deviennent plus à l'aise avec ces canaux numériques. Pour s'adapter à ce nouveau mode de consommation, les entreprises doivent multiplier les canaux pour atteindre les clients. Aujourd'hui, l'omnicanalité marketing n'est plus un effet de mode, elle se trouve au cœur de la stratégie visant à améliorer l'expérience client. Définition de l'omnicanalité marketing. En 2020, en pleine période de confinement, plus de 40 millions de Français ont effectué un achat sur Internet. Ce chiffre a été renforcé par l'avènement des smartphones ces dernières années. Face à ces statistiques, une marque doit adapter sa stratégie digitale aux grandes mutations qui s'opèrent sur son marché. Une étude effectuée par Google a mis en avant le changement de mode de consommation. Les consommateurs veulent avoir le maximum d'informations sur un produit avant de passer à l'achat. 80% d'entre eux ont fait des recherches sur Internet avant un déplacement en magasin, d'où la nécessité d'améliorer le parcours client. Au départ, les marques ont misé sur une stratégie multicanale. Leur objectif était de sensibiliser le plus de clients possible. Plusieurs canaux sont en interaction, marketplace, applications, boutiques en ligne, magasins physiques, etc. Cependant, le multicanal a montré ses limites. Du fait de leur indépendance, l'absence de communication n'offre pas l'expérience souhaitée aux clients. Au lieu d'être complémentaires, les canaux se concurrencent. À titre d'exemple, en ouvrant sa boutique en ligne, les clients en magasin diminuent pour une marque. La stratégie cross-canal a vu le jour pour combler ces failles. Munie d'un système d'information puissant, l'entreprise peut utiliser plusieurs canaux reliés entre eux. Les arguments de vente dans chaque canal sont les mêmes. L'omnicanalité marketing représente l'aboutissement de cette utilisation de plusieurs canaux. Tous les moyens de communication et de distribution fusionnent pour former un unique canal. Pour maintenir le contact avec le client sans risque de rupture, l'entreprise mise sur son site web, réseaux sociaux, emailing, etc. Les meilleurs exemples de cette omnicanalité sont la marque Kiabi et Decathlon. À titre d'exemple, un acheteur peut consulter le site Kiabi même s'il se trouve dans un magasin physique pour faire des recherches sur un produit. 3 entreprises ayant adopté une stratégie omnicanale. L'omnicanalité marketing se trouve au cœur de la stratégie de communication des grandes entreprises. C'est le cas par exemple de Netflix, Calvin Klein ou encore Apple. Netflix figure parmi les pionniers de la vision 360 degrés grâce à un système d'information puissant. Son SI peut synchroniser les données d'un utilisateur rapidement. Ce dernier reçoit les mêmes informations, qu'il soit sur une tablette, un ordinateur ou la télévision. Le SI met à jour les différences de l'utilisateur en se basant sur les derniers visionnages. La plateforme envoie également un email, des propositions de contenu susceptibles d'intéresser leurs clients. Calvin Klein, la stratégie de Calvin Klein repose sur une collaboration avec Amazon pour mieux répondre aux consommateurs en ligne. En 2017, par exemple, la marque a lancé plusieurs boutiques provisoires aux États-Unis. Les clients bénéficient de l'assistance d'Amazon Echo dans les cabines d'essayage. Ils peuvent personnaliser leurs vêtements achetés directement sur Amazon ou encore partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Apple, la marque à la pomme, est le pionnier dans le streaming musical et le téléchargement. Elle possède une bibliothèque de 40 millions de chansons. Grâce à iTunes Connect, les artistes présentent leurs nouvelles chansons directement sur la plateforme. De son côté, la playlist des fans s'actualise automatiquement. Apple renforce sa stratégie omnicanal en rachetant Shazam. Cette application permet d'identifier une chanson rapidement. Cette acquisition renforce les recommandations personnalisées sur iTunes et améliore l'expérience utilisateur. Quels sont les avantages de l'omnicanalité marketing ?
L'omnicanalité marketing représente une réponse au changement de consommation des clients. Avant de passer à l'achat, ces derniers comparent le produit avec celui de la concurrence, ils consultent les avis clients, ils s'informent sur la marque, etc. Cette stratégie était incontournable pendant la crise sanitaire, lorsque les boutiques étaient fermées. Pour soutenir leur activité, les entreprises devaient tout miser sur le numérique. Elles ont dû harmoniser les informations sur les différents canaux pour que les clients ne se sentent pas perdus. Même si la crise est passée, une bonne stratégie omnicanal permet de faire perdurer cette nouvelle approche. L'omnicanal représente aussi un moyen de fidéliser les consommateurs sur le long terme. Pour cause, une relation de qualité s'installe grâce à la mise en place d'une expérience personnalisée. De plus, offrir le même contenu sur les différents canaux favorise un recentrage sur la marque. Comment mettre en place une stratégie omnicanal ? La mise en place d'une stratégie omnicanal est différente d'une entreprise à une autre et de son secteur. Des marques comme Amazon misent par exemple sur une omnicanalité orientée vers la livraison. Néanmoins, les pistes suivantes sont essentielles, peu importe la stratégie adoptée. Meilleure compréhension des clients. L'adoption de l'omnicanalité marketing exige une collecte de données. Cette étape vise à identifier leurs habitudes de consommation, préférences, attentes, etc. Pour obtenir ces informations, la marque peut mettre en place un sondage en ligne, sinon elle peut également analyser les avis clients pour observer les tendances. Choisir les bons canaux d'acquisition. Le choix du canal dépend de l'identité de la cible. Les petites structures n'ont pas les moyens d'utiliser plusieurs moyens de communication. Elles doivent choisir les plus pertinentes et adaptées à leurs clients. Les consommateurs doivent retrouver facilement la marque sans fournir d'efforts. Par conséquent, elle doit identifier les canaux les plus populaires. Proposer du contenu cohérent. Lorsqu'ils se rendent sur une boutique en ligne, les consommateurs s'attendent à retrouver l'offre promotionnelle annoncée par email. Dans l'omnicanalité, la diffusion de messages homogènes sur tous les canaux est importante. C'est notamment le cas dans les actions promotionnelles. Le client doit retrouver le même message, qu'il soit en magasin, sur le site web ou bien sûr le réseau social de la marque. Enfin, mettre en place une stratégie sur le long terme. Une stratégie omnicanal permet à une entreprise de construire une relation durable avec ses clients. Elle renforce leur fidélité et les encourage à réitérer leurs achats. L'influence virtuelle, bouleversement en vue ou épiphénomène dans l'univers du social media, à lire sur emarketing.fr en date du 22 mai. Si l'influence est devenue en quelques années un levier marketing des plus puissants, l'influence virtuelle fait, elle, peu à peu, place dans la stratégie des marques. Une tribune signée par Florent Navrivo, Social Media Manager chez ESV. Éviter les dérapages, les bad buzz, contrôler les éléments de langage, elle affiche en effet bien des avantages. D'autant plus que les influenceurs fictifs comptent parfois des millions d'abonnés pour les plus suivis. Si le marché explose en Asie, l'Europe est encore en retard, mais pourrait bien être rattrapée par l'engouement que suscitent ces personnalités à part. Les influenceurs virtuels détrôneront-ils les réels décryptages d'un phénomène qui séduit autant qu'il l'intrigue ? Un storytelling bien ficelé. Les influenceurs virtuels sont des personnages fictifs qui n'existent pas dans la réalité, mais sur les réseaux sociaux, la toile, à l'instar des influenceurs réels, ils ont été conçus à travers un storytelling, les caractérisant en présentant leurs loisirs, leurs avis, dans l'objectif d'incarner une personnalité à part entière capable de travailler avec les marques. Physiquement, ils ressemblent à des avatars en 3D animés par des logiciels puissants. Ils suscitent la fascination des générations digitalisées et sont parfois suivis par des millions d'abonnés. C'est le cas de Lil Miquela, première influenceuse virtuelle apparue en 2016. Conçue par un logiciel d'imagerie 3D de l'entreprise Brud, elle ne comptabilise aujourd'hui pas loin de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Comment expliquer ce succès ? Lil Miquela séduit sa communauté grâce à son quotidien d'influenceuse, une vie à Los Angeles, une jeune femme woke qui pose sur Instagram ses voyages et ses journées entre copines, mais qui met aussi en valeur ses engagements citoyens soutenant des causes politiques comme le mouvement Black Lives Matter.
Elle correspond à l'archétype des femmes de la génération Z. Ses abonnés se sentent concernés par ses posts, ses actions, son engagement. Le storytelling, un des secrets de l'influence, est bien travaillé. La séduisante possibilité de presque tout contrôler. Face à l'émergence de l'influence, les marques se sont tournées vers des créateurs de contenu devenus pour certains de vrais ambassadeurs. Derrière, les objectifs de notoriété et de business sont très importants et la prise de risque majeur en cas d'erreur sur le contenu publié, de visuels peu adaptés ou encore si survient un problème d'image ou de dérapage pouvant nuire à la marque. Citons par exemple Lacoste qui a mis un terme à ses collaborations avec les rappeurs Romeo Elvis et Moa Le Squale, ces derniers étant accusés d'agression sexuelle pour l'un, doublé de séquestration et de violence pour l'autre. Collaborer avec un influenceur virtuel permet au contraire de contrôler le personnage et ses publications tout en l'utilisant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si ce système n'en est qu'à ses prémices, l'industrie de la mode ou encore du luxe a déjà compris les avantages de travailler avec ces nouveaux ambassadeurs qui vont devenir les représentants de la marque. Pas de contraintes humaines, un inside auprès des générations Z très fort et des personnalités contrôlables à 100%. Gucci, Prada ont elles-mêmes créé leurs propres influenceurs virtuels. Imagram, suivi par plus de 400 000 abonnés sur Instagram, affiche régulièrement ses collaborations avec Dior, Nike, Valentino, Fendi. D'autres secteurs se sont lancés sans être forcément à première vue les plus digital-friendly. C'est le cas de Renault, qui en 2019 dévoile Liv, son ambassadrice virtuelle, lancée pour mettre en avant le nouveau modèle de Renault Kadjar à travers l'image d'une femme moderne et aventurière. Si l'expérience de Renault a surpris le public parfois, le virtuel peut aussi déboucher sur un flop retentissant. En 2022, FN Meka devenait le premier rappeur virtuel signé en label chez Capitol Records, c'est Universal Music. Il devient vite un phénomène musical, notamment aux États-Unis, avec 10 millions d'abonnés sur TikTok. Capitol Records fait le buzz avec ce premier pas dans le monde virtuel, sauf qu'à peine 10 jours après son lancement, le label de musique rompt le contrat avec FN Meka pour cause de contenu véhiculant des stéréotypes racistes, comme quoi même les personnages virtuels peuvent causer des problèmes. Un taux d'engagement 3 fois supérieur. La recette pour avoir son influenceur virtuel n'est pas simple, mais elle a un dénominateur commun, celui d'un storytelling qui fait rêver et qui se rapproche de celui d'influenceurs réels que l'on voit à la télévision, sur les réseaux sociaux. Le top 5 des influenceurs virtuels dépasse le 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Lil Miquela est rémunérée 6 550 livres sterling par poste. Elle pourrait gagner jusqu'à plusieurs millions par an, selon une étude réalisée par le site de Marketplace OnBuy. Une somme juteuse qui revient à l'agence qui gère le compte. Dans un univers bouleversé par le Metaverse et le Web3, l'influence virtuelle aura-t-elle sa place dans ce futur monde virtuel ? C'est la question fatidique que se posent les marques et les agences. Avec un marché pesant 4,6 milliards de dollars, l'influence virtuelle va poursuivre sa croissance de 26% d'ici à 2025, selon l'agence d'influence Bold Creators Club, et l'engouement ne cesse d'augmenter. 58% des utilisateurs de réseaux sociaux suivent au moins un influenceur virtuel, d'après une étude Influencer Marketing Factory. Et le développement de l'intelligence artificielle va permettre de créer des individus virtuels encore plus efficaces et authentiques. Les métaverses sont les lieux parfaits pour l'utilisation d'avatars virtuels entièrement créés par les marques. Les contraintes sont moins nombreuses pour l'influence sur les réseaux sociaux. Il n'y a ni cadre législatif, ni contrainte de temps ou de fatigue publicitaire. Même si en France, les nouvelles lois vont être mises en place sur le marché de l'influence, le vrai danger de l'utilisation de ces partenaires reste enfin le même que dans l'influence réelle. Le risque d'une part importante que ces influenceurs virtuels deviennent des serial brand influenceurs ou des influenceurs non éthiques, favorisant ainsi la mauvaise réputation de ces pratiques.
Comment Zadig et Voltaire met son IT au service de l'expérience client, à lire sur republicretail.fr en date du 24 mai. Zadig et Voltaire a le vent en poupe et pour accélérer sa croissance, la marque muscle notamment son back-office. Jonathan Attali, directeur digital et CRM, nous livre les détails de cette transformation qui vient poser un nouveau jalon pour la marque. Les ventes digitales qui sont passées de 11,5% en 2020 à 27% en 2022 et qui sont restées au même niveau malgré la réouverture des magasins. Un réseau de magasins qui ne cesse de s'étendre dans le monde avec 356 points de vente. Et un chiffre d'affaires qui a doublé en 2 ans pour atteindre 430 millions d'euros en 2022. La croissance de Zadig et Voltaire a de quoi faire pâlir d'envie nombre de directions générales dans le retail. Mais face à cette accélération express, la marque de prêt-à-porter de luxe accessible amorce un énorme chantier pour muscler son back-office et investit fortement dans son infrastructure sous-dimensionnée au regard des ambitions de la marque. C'est d'ailleurs dans cette optique que Jonathan Attali a été recruté chez Etam pour rejoindre la marque en septembre 2020. Après plus de 6 mois de Covid et une envolée des ventes digitales, Zadig et Voltaire avaient déjà investi dans différents outils, mais le directeur digital et marketing a procédé à une remise à plat de toute son infrastructure, magasin et web dans le monde entier, notamment en ce qui concerne sa base client extrêmement précieuse, appuie Jonathan Attali. Le directeur digital ne communique pas sur les montants investis, il souligne juste qu'en abandonnant une multitude d'outils pour un système unique central, il gagne en performance sans pour autant débourser plus et des économies d'échelle se révèlent même possibles à l'international. La création d'un référentiel unique client. La première brique clé de cette transformation a commencé en 2021 avec l'adoption d'un nouvel ERP Salesforce et le recrutement d'une directrice CRM pour améliorer sa connaissance client. C'est un outil stratégique car c'est le premier que l'on construit au niveau mondial avec un corps modèle qui sera utilisé par toutes les business units et les équipes métiers, indique le directeur digital et CRM. Cela n'avait jamais été fait chez Zadig et Voltaire. Disposer d'un bon outil est une chose, mais sans vision stratégique, cela ne sert pas à grand-chose. Pour Jonathan Attali, le cap est clair, créer un référentiel client unique. La data était déjà utilisée dans l'entreprise, mais sans consolidation centrale, explique-t-il. Chaque outil avait ses bases et Zadig et Voltaire n'avaient pas une vue unique du client entre les communications mail ou SMS. Or, la data devient le point stratégique de notre projet CRM et la base de données clients est ce qu'il y a de plus précieux. Pour construire son référentiel client unique qui sera opérationnel mi-juin, le directeur digital est parti d'une feuille blanche. Pas question d'importer les anciennes bases trop segmentées et sans règles claires. Zadig et Voltaire a choisi de réimporter l'intégralité de ses tickets de caisse qu'il a reliés aux fiches clients. Ce nettoyage de la base opérée, l'enseigne a pu brancher les bons outils. Et pour Jonathan Attali, l'usage de Mulsoft, racheté en 2019 par Salesforce, a été une vraie aide pour la transformation de son système d'information, car nous avons pu facilement connecter nos 2 systèmes de caisse et nos 2 sites e-commerce, se réjouit le directeur. Un vrai plus, d'autant que la marque de textile prévoit de fusionner ces outils afin de n'utiliser qu'un seul outil pour chaque usage. Une meilleure gestion de la pression marketing. Une fois la base mise en place, l'étape suivante consistera à mettre en place une segmentation pour mieux cibler ses clients. Zadig et Voltaire en a retenu 3, une qui analyse le cycle de vie du client, une qui analyse le compte client et une RFM, récence, fréquence et montant classique. Et grand atout de la nouvelle organisation pour Jonathan Attali, nous allons pouvoir mieux gérer la pression marketing en nous permettant de shooter moins mais mieux, car tous les flux sont intégrés sur une unique plateforme et l'outil utilise l'intelligence artificielle pour mieux segmenter les envois. Zadig et Voltaire a déjà commencé la chauffe avec les IP
des IP avec Salesforce Marketing Cloud pour être pleinement opérationnel pour les soldes. La data vise mise au service des équipes terrain. Cette nouvelle organisation data ouvre également un nouveau champ des possibles avec la data vise que Jonathan compte diffuser dans toute l'entreprise. Nous sommes désormais en capacité de fournir des données à la maille, magasin, en ciblant une zone précise, mais aussi de communiquer des données avec une vue mondiale aux comités de direction, s'enthousiasme-t-il. Si au siège, ce type d'outil est relativement commun, pour les équipes terrain, ce n'est pas forcément le cas, mais il convient de ne pas noyer ces opérationnels sous une avalanche de chiffres, parfois peu compréhensibles. Une bonne information doit être simple et digeste pour le magasin, juge Jonathan Attali. Très concrètement, les équipes magasins ont 4 indicateurs à suivre. Il suit le taux de rattachement du client à des tickets de caisse, le taux de rétention, la fréquence d'achat et les moments de vie pour pouvoir générer rapidement du trafic. Avec ces informations, un magasin sait où il en est et surtout comment il peut améliorer son chiffre si besoin en est en générant du trafic, précise le directeur digital. Et comme tout est centralisé, on peut donc réaliser de l'acquisition digitale pour pousser l'information au magasin. Nous avons d'ailleurs prévu d'ajouter une application de clienteling pour pouvoir gérer le suivi des clients à la maille magasin. Mais au-delà d'améliorer ces campagnes marketing, les premières briques posées doivent venir enrichir l'expérience client globale. Si un client appelle le service client, notre collaborateur pourra accéder à toutes les informations sur ce dernier et ses historiques avec la marque, pointe Jonathan Attali. Il est ainsi possible de gérer la relation client de A à Z sans rediriger le consommateur d'un service à l'autre. Beaucoup parlent d'omnicanal, mais nous parlons plutôt de no-canal. Sur tous les points de contact, nous devons pouvoir tout faire pour le client, SAV, vente, renseignement, etc. Une formation des équipes avant le déploiement des outils. Toute transformation réussie passe par une formation des équipes aux nouveaux outils et process. Chez Zadig & Voltaire, une plateforme d'e-learning a été créée pour tous les collaborateurs, sur le terrain comme au siège. Depuis mi-février, un module pour une routine CRM est disponible. L'objectif consistant à former toutes les équipes avant le déploiement du nouvel outil. Il est important que les collaborateurs adoptent dès le départ les bonnes pratiques du CRM, juge Jonathan Attali. Tickets, paniers moyens et indicateurs commerciaux, ils pourront, via l'outil, suivre leurs ventes et surtout, ils ont la main pour générer eux-mêmes du trafic qualifié avec du ciblage. Les équipes magasins deviennent vite accros au CRM dès lors qu'elles ont saisi le potentiel de l'outil. Et les modules de formation vont s'enrichir avec l'ajout des nouveaux outils et nouveaux services. Par exemple, en septembre, Zadig & Voltaire compte proposer un service de réparation des articles à ses clients, ce qui suppose de retrouver l'achat initial, par exemple. Ou du côté des solutions, un nouvel outil de data capture pour les magasins sera déployé dans quelques mois afin que le client reprenne la main sur cette étape. Il n'y aura donc plus à dicter les informations, ce qui est d'une part plus confortable pour le consommateur et cela évite également les erreurs lors de la saisie. Il recevra un lien sur son mobile pour renseigner lui-même différents champs. L'outil développé en interne est connecté via MuleSoft à Salesforce et viendra automatiquement relier les informations du client au ticket de caisse. Cela nous ouvre un champ d'action autour de la personnalisation. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.